Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Et ce matin, le Sénat a auditionné Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Les sénateurs l'ont interrogé sur les annonces d'Emmanuel Macron pour calmer la colère des Gilets jaunes et leurs conséquences sur le déficit de la France. Au final, parmi toutes ces mesures concédées aux Gilets jaunes, on retient la hausse de 100 € de la prime d'activité pour les salariés au SMIC et le gel de la taxe sur les carburants. Au total, ces mesures coûtent 10 milliards d'euros et vont porter le déficit à 3,4% de la richesse nationale, c'est-à-dire au-dessus de la limite des 3% accordée par l'Union européenne. Et Pierre Moscovici a prévenu les sénateurs, ce dérapage budgétaire est acceptable pendant une année, mais pas plus. Je vous propose d'écouter cette audition. Et avant de passer la parole au président Eblé, je me permets en mon nom et en votre nom à tous de souhaiter la bienvenue Monsieur Moscovici, notre commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes. Vous êtes un habitué de nos rendez-vous et nous vous en remercions. Les sujets d'actualité intéressant vos attributions ne manquent pas. En premier lieu, c'est la situation budgétaire dans les États membres qui retire notre attention. Nous entendrons l'analyse globale que vous pouvez en faire, mais le projet de budget italien a plus particulièrement suscité de fortes interrogations au regard du respect des engagements européens de ce pays. La Commission européenne a réagi négativement à ce projet, on peut le comprendre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, savoir où l'on en est du dialogue précisément avec ce pays? Nous écouterons également vos explications sur la situation budgétaire de la France et sur le projet de loi de finances dont la discussion vient de s'achever au Sénat. Dans le contexte social que nous connaissons, de quelle marge dispose, selon vous, le gouvernement pour apporter des réponses sans mettre en cause les engagements de notre pays en vue d'un redressement des comptes publics? On sait que les dernières annonces, je dirais, ce chiffre, on n'est pas tout à fait d'accord, mais entre 12 et 15 milliards, c'est quand même assez important. L'Eurogroupe vient par ailleurs de rendre public le résultat de ses travaux sur la réforme de la zone euro. Ces travaux seront présentés aux chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de la zone euro. Quelle est votre analyse sur des avancées qui peuvent apparaître modestes? Au-delà, quelle est votre appréciation sur les propositions franco-allemandes d'approfondissement de l'union économique et monétaire? Et enfin, sur l'état d'avancement des propositions de la Commission présentées en décembre 2017. Enfin, vous imaginez que nous aimerions également avoir quelques analyses de votre part sur l'évolution de la situation en Grèce. Voilà, il y a de quoi nous occuper pendant un certain temps. Et je laisse la parole au président Eblé. Merci, cher Jean Bizet. Merci de ce propos introductif. Monsieur le commissaire européen, chers collègues, nous sommes particulièrement heureux d'entendre Pierre Moscovici ce matin dans un moment d'actualité européenne particulièrement dense, mais y a-t-il de ce point de vue vraiment de répit? À peu près jamais, sans doute. Enfin, nous sommes quand même juste avant l'ouverture d'un Conseil européen extrêmement attendu. C'est un Conseil qui va se tenir dans un climat assez confus, en particulier en ce qui concerne le Brexit. Certes, après 18 mois de négociations, 27 États membres ont validé l'accord de retrait le 25 novembre dernier, mais les difficultés de politique intérieure du Royaume-Uni persistent malgré le vote d'hier et repoussent à nouveau la perspective d'un retrait avec accord. Dans ce cadre incertain, nous pouvons toutefois souligner le travail conduit par le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, pour maintenir l'unité de l'Union européenne dans ces négociations. Ce Conseil européen sera aussi l'occasion de revenir sur les travaux de l'Eurogroupe relatifs à l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, sujet qui intéresse particulièrement nos collègues sénateurs, qu'ils soient membres chargeants de la Commission des affaires européennes ou, bien entendu, qu'ils s'intéressent au travers de la Commission des finances au sujet budgétaire, monétaire et plus largement économique. Mardi dernier, un débat s'est tenu à ce sujet au Parlement européen et a permis d'exprimer une certaine déception des eurodéputés, notamment sur la mise en œuvre d'une capacité budgétaire de la zone euro. Vous nous direz, monsieur le commissaire, quelles appréciations vous portez sur ce sujet.
Par ailleurs, cette audition nous permet d'aborder avec vous plusieurs enjeux budgétaires et fiscaux, alors même que le Sénat vient de terminer l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2019. Je souhaite que votre audition puisse nous éclairer sur au moins 2 sujets essentiels pour notre commission des finances. Le premier sujet est le regard que porte la Commission européenne sur les finances publiques françaises, compte tenu des toutes récentes annonces du président de la République et du risque pour notre pays d'atteindre à nouveau 3 voire 3,5% de déficit public l'année prochaine. J'étais d'ailleurs un peu surpris, monsieur le commissaire, je dois vous le dire, de lire dans la presse des propos qui vous sont rapportés sur cette question du déficit budgétaire, où vous avez indiqué que, somme toute, dépasser la limite des 3% pourrait être envisageable si, elle était en quelque sorte exceptionnelle. Mais quand on porte le regard sur une période, une chronologie un tout petit peu large, ce qui semble exceptionnel, c'est pas tant d'être au-dessus des 3%, mais bien exactement l'inverse, d'être en dessous, car nous étions sensiblement au-dessus des 3% depuis quelques années. Nous en sommes sortis, mais on nous annonce qu'on va y rentrer tout aussitôt. Donc il y a quand même, me semble-t-il, un vrai sujet. Et un sujet qui n'est pas exclusivement français. Donc peut-on vous demander si la Commission européenne envisage de faire preuve de souplesse sur quels critères objectifs, au regard notamment de la situation et des efforts des autres pays européens, peut-on traiter cette question du déficit français. Le second sujet est l'avancée des dossiers d'harmonisation fiscale et la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des acteurs de l'économie numérique. Comment voyez-vous évoluer ce dossier ? Ne faudra-t-il pas à un moment sortir des règles de l'unanimité en matière fiscale ? C'est une question de principe, mais qui est dans une actualité également assez vive. Voilà, pour ce qui me concerne. Cher Jean. Le commissaire, à vous. Pardon, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs, merci pour cette invitation qui nous permet d'échanger à nouveau sur l'action de la Commission et notamment sur l'avancée des dossiers que je porte. C'est pour moi un devoir et aussi un plaisir que de venir devant vos commissions au moins 2 fois par an, au debout du semestre européen, car je considère qu'il est très important que la représentation nationale puisse avoir un débat informé sur les questions européennes. Et c'est, je crois, pour le commissaire français que je suis, une forme d'obligation morale et politique. Avant ça, je souhaite avoir une pensée, bien sûr, pour les victimes de la fusillade de Strasbourg, où j'étais lundi, comme l'ensemble de la Commission, pour la session du Parlement européen. C'est le cœur de la démocratie européenne qui a été touché, et je veux assurer le Sénat et la France, mon pays, du soutien de toute la Commission et de son émotion dans ces moments qui sont extrêmement difficiles. Depuis notre dernière rencontre, de nombreux développements sont intervenus dans les domaines économiques et fiscaux. D'abord, la Commission a présenté ses prévisions économiques pour l'Union européenne et elle a adopté ses opinions sur les projets de loi de finances en zone euro. Ensuite, les ministres des Finances de la zone euro, avec la Commission, la Banque centrale, se sont réunis la semaine dernière en prévision du Conseil européen qui débute aujourd'hui à Bruxelles, réunion de l'Eurogroupe. Je répondrai à vos questions, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Enfin, en matière fiscale, notre proposition de taxation des activités du numérique est au cœur des discussions de cette fin d'année. Elle n'a pu aboutir lors du dernier ECOFIN, mais je ne renonce pas et j'essaierai de vous expliquer pourquoi et comment. Pour commencer, peut-être quelques mots sur la situation économique de l'Union européenne, qui, malgré un léger ralentissement, reste plutôt favorablement orientée. Selon nos prévisions, la croissance économique atteindrait 2,1% cette année 2018, 1,9% tant dans la zone euro que dans l'Union européenne dans son ensemble en 2019. Le niveau d'emploi atteindrait, lui, un record historique. Le chômage continue à diminuer. Enfin, les États membres, presque tous, Monsieur le Président, poursuivent avec sérieux leur effort d'assainissement de leurs comptes publics. Et ces 2 prochaines années, retenez ce chiffre, le déficit de la zone euro resterait nettement en dessous de 1%. Ça se promènerait entre 0,7 et 0,9%, et la dette publique continuera à baisser, là aussi, presque partout. J'observe quand même que
l'environnement international est moins porteur, que les risques grandissent. Christine Lagarde a l'habitude de dire qu'il faut réparer la maison quand le soleil brille. Disons qu'il commence à y avoir quelques nuages et peut-être même que quelques habitants commencent à sentir des gouttes. Et donc il faut, je crois, être prudent. Je pense en particulier aux tensions commerciales qui, malgré les discussions plutôt positives entre les États-Unis et la Chine au G20, restent élevées. Je pense à la hausse discontinue des prix du pétrole. Je pense à la situation fragile des pays émergents et je pense en Europe à la situation de l'Italie, au Brexit et bien sûr on regarde aussi avec attention ce qui peut se passer en France. Et tous ces facteurs pèsent à la baisse sur nos prévisions de croissance. Elles sont inchangées, mais la balance des risques est maintenant nettement à surveiller. Et tout cela, je crois, doit colorer notre jugement sur la période. Je ne suis pas du camp des alarmistes qui voient venir la prochaine crise, mais elle arrivera et nous devons être, je pense, vraiment très attentifs à ce qui se passe, notamment dans ces 2 prochaines années. Permettez-moi de vous présenter les conclusions de notre examen des projets de loi de finances pour 2019, en commençant, Monsieur le Président, par la situation de la France. L'opinion initiale de la Commission confirme que la France continue son travail d'assainissement de ses finances publiques. Sans le ressaut statistique ponctuel de 0,9% du PIB qui correspond à la transformation du CICE en baisse de charges sociales, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un one-off, le déficit public tel que proposé initialement serait de 1,9% du PIB en 2019, de 1,7% du PIB en 2020, ce qui est dans le cadre des exigences budgétaires européennes, notamment en termes nominaux. Mais nous avons déjà fait une observation qui est que les efforts structurels menés par la France doivent être accentués. Nous évaluons, comme d'ailleurs le budget français à 0,1 point près, à 0,2% ces efforts structurels. Il reste un niveau insuffisant. La France devrait en théorie faire 0,6%. C'est pourquoi la Commission a déjà considéré que la France se trouvait en risque de non-conformité avec les exigences du pacte de stabilité et de croissance, et nous avions, dans notre opinion, déjà appelé les autorités françaises à intensifier leurs efforts structurels, parce que nous pensons que c'est le seul moteur durable de réduction de la dette publique. Et la dette publique en France frôle aujourd'hui les 100% du PIB. Elle devait, dans le PLF voté, baisser très légèrement de 0,1 point de PIB, là où elle baisse de quelques 4 points de PIB dans le reste de l'Union européenne. Et donc cette évolution doit absolument être suivie. Pour moi, le sens des règles européennes, c'est profondément de contribuer à la baisse de la dette publique, qui est l'ennemi absolu de l'économie. Une économie qui s'endette est une économie qui s'appauvrit. Et le fardeau de la dette repose sur l'ensemble des contribuables, et notamment sur les plus modestes. Et ça, c'était il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, la situation a évolué, comme vous le savez, avec les mesures annoncées d'abord la semaine dernière, ne l'oublions pas, des annulations d'augmentation de taxes, puis ce lundi par le président de la République, et ça va probablement modifier nos prévisions. Le ministre du Budget, je crois, vous expliquait ce mardi que le financement de ces mesures, qui représentent 10 milliards au total, aurait nécessairement des effets sur le niveau du déficit public pour 2019, qui serait revu à la hausse. Il est pour le moment difficile d'identifier les conséquences précises de ces mesures sur la trajectoire budgétaire de la France, car nous attendons des arbitrages sur le financement de ces mesures qui, nous dit-on, doivent être rendus à la fin de la semaine prochaine, le 20 décembre. La Commission sera en mesure d'analyser précisément la situation seulement une fois que seront connus le chiffrage exact et les modalités de financement, et il est encore trop tôt pour spéculer sur le niveau final du déficit. Toutefois, puisque M. le Président Eblé m'a en quelque sorte accusé de laxisme et a donc fait preuve d'un rigorisme que je veux saluer, je n'en attendais pas moins de lui, je veux quand même lui répondre et lui expliquer pourquoi je me suis permis ces déclarations. Parce que, premier point, nous savons tous, et soyons réalistes,
qu'il n'est pas impossible. Vous voyez, je suis dans le Brexit aussi, je parle par understatement, par euphémisme. Il n'est pas impossible que le déficit français soit supérieur à 3%. Même le ministre des Finances, Bruno Le Maire, l'a annoncé hier, et donc nous sommes confrontés intellectuellement et demain politiquement à cette hypothèse. Il n'est pas interdit c'est pour ça que je me suis exprimé ainsi, selon nos règles, qu'un dépassement temporaire ait lieu. Mais je répète, ce dépassement doit être temporaire, limité, exceptionnel. Que disent les règles? Je suis chargé de les appliquer à la fois quand elles vont dans un sens et quand elles vont dans l'autre sens. Les règles disent qu'un dépassement peut être conçu sur 1 an, à condition que ce soit inférieur à 3,5%. Si c'est supérieur à 3,5%, à ce moment-là, la réouverture d'une procédure pour déficit excessif doit être envisagée. Ou bien on peut aussi ouvrir ou envisager la réouverture d'une procédure pour déficit excessif si le déficit est supérieur à 3% sur 2 ans. Dans l'hypothèse sur laquelle, me semble-t-il, les pouvoirs publics travaillent, ne soyons pas non plus dans le ciel, il pourrait y avoir un dépassement supérieur à 3% sur 1 an, donc qui ne donnerait pas lieu à ouverture de procédure de déficit excessif dès lors qu'il serait inférieur à 3,5%, qui ne se prolongerait pas sur 2 ans, dès lors que le fameux one-off, le transfert, la bascule du CICE sur une baisse de charges sociales ne se reproduirait pas en 2020, et donc on regagnerait une marge de 0,9 points. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était envisageable. Est-ce que c'est souhaitable pour autant ? Je pense que ce qui est souhaitable, en vérité, c'est que ce dépassement soit le plus limité possible. Et j'ai noté là aussi les déclarations du ministre des Finances qui vont en ce sens. Et je crois savoir que le gouvernement français travaille sur un paquet d'atténuations dont je ne connais pas le détail. C'est bien ça le débat sur le financement. À la fois par des mesures de maîtrise de la dépense qui doivent être poursuivies et peut-être par des efforts de recettes. Et donc, voilà les 3 mots que je veux dire. Ce n'est pas impossible, c'est même une probabilité désormais. Ce n'est pas interdit, à condition que ce soit limité, temporaire et exceptionnel. Et ça doit être maîtrisé le plus possible, car l'enjeu, encore une fois, c'est de faire en sorte que notre dette publique, pardon, je dis nous parce que je ne peux pas complètement oublier que je suis un citoyen français, que notre dette publique, la dette publique française, soit également contenue, et sa hausse contenue. Après, derrière ça, il y a aussi ce que vous pouvez analyser en tant que responsable politique, un mouvement social exceptionnel, une demande ou une aspiration à des mesures de pouvoir d'achat, que la Commission peut tout à fait comprendre, et que, à titre personnel, je comprends plus encore, car je n'ai pas complètement oublié ce que fut mon passé de député, président d'agglomération, dans une région automobile, où la mondialisation, et où en effet, monsieur le rapporteur général, que je salue, on a plutôt besoin de sa voiture pour aller à l'usine produire des voitures qui sont parfois des voitures au diesel. Donc je peux comprendre cela. Et non seulement je peux le comprendre, mais je le comprends. Et donc, il faut essayer d'accommoder ces annonces nécessaires avec un cadre budgétaire qui est ce qu'il est. C'est à l'occasion, et je veux le dire, des prévisions de printemps que la Commission établira l'impact de ces annonces sur le niveau du déficit public. C'est-à-dire que nous constatons ça ex post. Nous ne jugeons pas seulement ex ante. Et c'est à ce moment-là, au printemps, que nous en tirerons les conséquences procédurales éventuelles, conformément aux règles européennes en la matière. En attendant, je maintiens un dialogue étroit et un contact régulier avec les autorités françaises. C'est au gouvernement qu'il convient de proposer des financements solides pour contrôler le niveau du déficit et pour réduire dans la durée la dette publique au-delà de ces annonces qui ont l'effet, je pense, limité, temporaire, exceptionnel que j'évoquais. Voilà l'explication plus détaillée, Monsieur le Président, de ce propos que vous avez jugé trop cursif. Par ailleurs, la grande majorité des États membres a poursuivi le chantier du redressement de leurs comptes publics. Je rappelle que la Commission européenne a jugé les plans budgétaires de 13 États membres conformes ou globalement conformes aux exigences budgétaires européennes. Le niveau de la dette reste élevé dans certains États membres. Les efforts structurels ont toutefois été jugés insuffisants dans certains États membres. Nous devons donc rester vigilants.
Avant de passer à la situation de la fiscalité, je voudrais traiter 3 sujets. D'abord, 2 pays sur lesquels vous m'avez interrogé, messieurs les présidents, et puis la question de la zone euro. Premier pays dont je souhaite vous parler, c'est l'Italie, bien sûr. L'analyse de la Commission a confirmé l'existence d'un risque de conformité particulièrement sérieuse aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance, du fait, d'abord, d'une croissance très forte du déficit nominal annoncé. Il devait être de 0,8, c'était objectivement assez irréaliste. Et il est passé à 2,4 dans la première mesure que nous avons reçue. Ensuite, une dégradation du déficit structurel de 0,8 points, ce qui contraste avec ce que le gouvernement français nous a envoyé, qui était 0,2 points d'amélioration du solde structurel. Ça, je tiens à marquer cette différence parce qu'il y a des amalgames qui sont trop rapidement faits et qui ne sont pas, je crois, de bonne approche intellectuelle. Et puis, troisièmement, la dette publique italienne, du coup, ne baissait pas et restait à un niveau exagérément élevé de 131% du PIB. C'est la deuxième dette publique en termes de pourcentage du PIB dans la zone euro. Donc nous avons d'abord, non pas rejeté, mais demandé au gouvernement italien de soumettre une nouvelle copie et puis finalement prononcer une opinion donc, de non-conformité particulièrement sérieuse, de risque de non-conformité particulièrement sérieuse aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance. Cela, vous le savez. Depuis l'adoption de notre opinion le 21 novembre, nous avons engagé un dialogue particulièrement intensif et constructif avec les autorités italiennes. Et ce ne sont pas des phrases uniquement en langue de bois, puisque j'étais encore hier soir à Bruxelles avec le président Juncker, le président Conte du Conseil italien, le ministre des Finances Tria et mon collègue Valdis Dombrovskis. Et nous allons continuer à poursuivre ces travaux, ce qui, vous m'en pardonnerez, il y aura peut-être à partir un tout petit peu plus tôt que je l'avais prévu, car je dois rejoindre Bruxelles pour le Conseil européen et notamment pour des discussions en marge du Conseil sur cette situation. Donc nous allons travailler d'arrache-pied pour trouver une solution. Je constate et je salue une volonté de coopérer renforcée de la part des autorités italiennes qui semblent prêtes à trouver des moyens pour réduire la dette publique. Et d'ailleurs, il y a eu une annonce hier qui a été faite par le président Conte que le budget, ou plutôt le déficit soumis ne serait plus de 2,4%, mais de 2,04%, ce qui est un pas dans la bonne direction. Je veux toutefois dire ici que nous n'y sommes pas encore, qu'il reste encore des pas à faire, peut-être de part et d'autre, car nous ne pouvons pas transiger avec les règles. Nous pouvons les appliquer de manière intelligente, flexible, subtile, mais nous ne pouvons pas y déroger. Et donc nous cherchons le moyen de rendre compatibles des choix politiques qui sont ce qu'ils sont et qui sont légitimes avec des règles qui sont des règles communes que tout le monde suit et qui sont, je le dis, les mêmes pour tous. Et à ceux qui s'inquiètent, je veux dire qu'il n'y aura pas de traitement privilégié des uns et de traitement défavorisé des autres. Les règles sont subtiles, complexes, mais elles seront appliquées à tous. La Commission, parallèlement, prépare les prochaines étapes juridiques suite à l'opinion du Conseil qui a suivi notre opinion et confirmé qu'à ce stade, une procédure de déficit excessif était justifiée. Donc, si vous voulez, en ce moment, nous balançons entre le dialogue intense, positif, constructif pour trouver une solution et d'autre part, la préparation nécessaire des étapes procédurales au cas où ce dialogue n'aboutirait pas, ce qui n'est évidemment pas ce que nous souhaitons. Deuxième pays, c'est la Grèce. Je vais être très bref, mais je tenais à en parler, en effet, Monsieur le Président, parce que on a beaucoup parlé de la Grèce au moment où les choses allaient mal, voire très mal. Et on oublie parfois les trains qui arrivent à l'heure. Le train grec est arrivé à l'heure. La Grèce fait une entrée tout à fait réussie dans le semestre européen. Son projet de budget pour 2019 prévoit de dégager un excédent primaire de 3,5% du PIB. Il a été jugé conforme à nos règles. La croissance reprend en Grèce à un niveau qui devrait atteindre probablement 2,3% cette année. Des créations d'emplois sont de retour. Et le fait d'avoir dégagé cet excédent primaire nous a permis d'éviter des coupes dans les retraites qui a été prévues pour 2019, qui aurait représenté une baisse de 14% du niveau des retraites pour 1,4 million de retraités grecs. La Commission européenne et moi-même, nous avons toujours estimé que ces coupes étaient inutiles, à la fois pour la soutenabilité
du système de retraite grec et pour le financement du programme, nous le constatons. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire que la Grèce soit totalement tirée d'affaire. Elle doit poursuivre ses efforts, notamment structurels. Aucun relâchement n'est possible, mais elle est indéniablement bien engagée maintenant sur la voie d'une croissance durable et inclusive qui permet aussi des mesures sociales. Et je pense qu'on doit vraiment tous s'en réjouir, tant on a suivi avec affection, car nous aimons tous ce pays, les souffrances du peuple grec pendant près d'une dizaine d'années. Il est maintenant tiré de cette période de programme et il retrouve une dynamique vers le haut. Dernier sujet dont je vais vous parler avant, quelques mots sur la fiscalité. Ce sont les conclusions de l'Eurogroupe du 3 décembre qui s'est tenu en préparation du sommet zone euro qui doit se tenir aujourd'hui. Je distingue 3 points positifs et 2 points pour moi qui sont plus préoccupants ou insuffisants. Les 3 points positifs, c'est d'abord que nous sommes parvenus à un accord à temps pour le sommet de la zone euro. Les ministres des Finances ont fait ce qu'ils avaient à faire. Deuxièmement, il y a des progrès pour un fonds de résolution unique qui soit appuyé par des données budgétaires, c'est ce qu'on appelle un backstop, et donc ça conforte l'union bancaire. Et troisième chose positive, nous avons fait des progrès en faveur d'une réforme du mécanisme européen de stabilité, notamment dans ses relations avec la Commission, et ça va dans le bon sens. Et j'espère que ça va inciter les leaders européens à réaliser des avancées concrètes lors du sommet. Mais il y a 2 points qui, pour moi, sont beaucoup plus négatifs, je l'avoue. Sur plusieurs chantiers clés, les ministres des Finances ne sont pas parvenus à surmonter leurs désaccords. Les discussions étaient particulièrement difficiles. Ce fut une nuit intégralement blanche, sans pour autant un résultat à la hauteur de nos espérances. Aucun consensus n'a été trouvé pour la mise en place d'un système européen de garantie des dépôts au sein de l'union bancaire. Et vous savez que dans l'union bancaire, il y a 3 piliers. La supervision, ça marche. La résolution, on la complète. Mais il faut la garantie des dépôts. Et là, je peux en témoigner, ayant été ministre des Finances de notre pays au moment de ces discussions, quand Wolfgang Schäuble était le ministre des Finances de la République fédérale allemande, nos amis allemands savent très bien que la garantie des dépôts est une composante intégrante de la conception de l'union bancaire. Et puis enfin, disons que si les ministres de la zone euro ont évoqué la création d'un budget de la zone euro et une fonction de stabilisation, il n'y a pas eu d'accord, et ça je le regrette évidemment. Et je veux dire ici devant vous, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il est indispensable que l'Union européenne et la zone euro se dotent d'un budget zone euro, capable de réduire les divergences, ou contribuant à réduire les divergences entre nos économies, et aussi mettant en place un fonds de stabilisation dans l'hypothèse qui peut arriver, bien sûr, de renouvellement de chocs asymétriques. La balle est maintenant dans le camp des leaders, des chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir aujourd'hui, et j'espère qu'ils donneront aux ministres des directives, une orientation, une guidance qui leur permettra d'approfondir leurs travaux. Pour finir, j'aimerais vous présenter 2 initiatives de la Commission en matière fiscale. D'abord, la première, c'est la fiscalité du numérique. Parce que les bénéfices tirés par les géants du numérique sont aujourd'hui à peine taxés dans l'Union européenne, 9% en moyenne, contre 23% pour les autres entreprises. J'ai présenté en mars dernier 2 propositions pour garantir une fiscalité équitable de l'économie numérique. La première vise à moderniser les règles d'imposition sur les sociétés actuelles en introduisant le concept de présence numérique, car vous savez que l'imposition des sociétés repose sur la présence physique. Et s'agissant d'entreprises du numérique, la présence physique n'est pas facile à détecter. Et la seconde consiste en l'instauration d'une taxe temporaire sur le chiffre d'affaires de 3% généré par les activités numériques dans l'Union européenne. Malgré l'urgence, les États membres ne sont pas parvenus à tomber, lors du dernier Conseil ECOFIN il y a une semaine, sur une position commune. Mais nous avons fait des progrès considérables, avec un accord franco-allemand de dernière minute, que j'aurais aimé franchement un peu anticiper, ça nous aurait aidé. Nous avons maintenant une base sur le fondement de la proposition de la Commission, qui peut regrouper 25 États membres, et donc nous allons continuer à pousser, je le dis ici, avec énergie, la recherche d'une solution européenne d'ici au mois de mars, avant les élections européennes. Je consacrerai toute mon énergie à trouver ce compromis. Ensuite, la question de l'éventualité de l'introduction d'une taxe nationale vous sera peut-être soumise, je ne le sais pas.
Je considère pour ma part qu'une taxe nationale est tout à fait concevable si nous ne parvenons pas à trouver un accord européen, car un accord européen est préférable à la multiplication de démarches nationales qui risqueraient du coup de fragmenter le marché intérieur. Mais je peux tout à fait comprendre cette démarche de taxation nationale des GAFA, car ma conviction profonde, c'est que, je ne parle pas des GAFA seulement, je ne parle jamais de taxe GAFA en réalité, c'est que les grandes entreprises du numérique doivent payer leur juste part d'impôt là où elles créent des profits et de la valeur, et ne sauraient se dérober à cette obligation qui incombe à tout citoyen ou à toute entreprise. Le dossier de cette taxe numérique, la Digitax, illustre tout de même une très grande difficulté à avancer sur les questions fiscales, vous l'avez évoqué, messieurs les présidents, dans le cadre de la règle de l'unanimité. C'est pourquoi, ce sera en quelque sorte mon testament de commissaire à la fiscalité, je présenterai en début d'année prochaine des propositions pour le passage du vote à la majorité qualifiée en matière fiscale. Et j'attends le soutien aussi des parlements nationaux là-dessus. Je ne proposerai pas que toute la fiscalité passe à la majorité qualifiée immédiatement. Je proposerai probablement une approche graduelle ou par paquet. Il faut mettre les États membres devant leurs responsabilités. Il n'est pas tolérable que le veto d'un seul puisse bloquer la volonté générale de tous les autres. Prenez ce cas de la fiscalité du numérique. Imaginons que nous ayons 25 États membres et 3 qui s'y opposent au final ou 4. Nous savons quels sont les réticents, Irlande, Danemark, Suède et à un titre moindre Finlande. Est-ce que ça doit empêcher la très vaste majorité des États membres et aussi de la population de l'Union européenne d'avancer? Je prends cette hypothèse-là. Ma réponse est non. Je pense qu'une réforme qui introduirait la majorité qualifiée en matière fiscale permettrait d'agir plus efficacement et plus rapidement sur les chantiers prioritaires, comme la taxation du numérique, et représenterait indéniablement, ce à quoi vous êtes attaché comme moi, un progrès démocratique. Vous savez, j'arrive pas loin du terme de mon mandat. Il me reste encore une dizaine de mois, et l'année 2019, ce ne sera pas une grande année législative pour la Commission européenne et le Parlement. Et donc, quand je fais le bilan, je me dis qu'en matière de fiscalité, nous avons fait des avancées énormes, plus importantes en 4 ans qu'au cours de toute l'histoire de l'Union européenne jusqu'à présent, en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. J'en suis très fier. Mais je sais aussi que sur les grands dossiers structurants, TVA, assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés, fiscalité du numérique, fiscalité de l'énergie, taxe sur les transactions financières, nous n'avons pas pu avancer autant que, non pas moi, mais nos citoyens le souhaitent. Pourquoi ? Essentiellement à cause de l'unanimité. Autrement dit, nous pouvons traiter maintenant de manière efficace des sujets lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Le paradigme mondial a changé, le contexte a changé, les scandales nous poussent, mais nous n'arrivons pas encore à traiter convenablement les grands sujets structurels. Et pour ça, il faut changer, mesdames et messieurs les sénateurs, la règle du jeu. Nous sommes à 5 mois d'élections européennes cruciales pour l'avenir de l'Union européenne. Il faut démontrer encore à nos citoyens l'intérêt de notre projet commun, auquel vous êtes dans votre diversité tous attachés, je le sais, pour qu'ils fassent un choix qui soit clair en faveur de l'Europe. Et je compte sur le soutien de vos commissions pour les travaux qui nous restent ensemble à accomplir. Pardon d'avoir été long. Merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Commissaire. Le dernier point que vous avez évoqué en ce qui concerne le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée, ça relève, à mon avis, du bon sens, bien au-delà d'évoquer la problématique des coopérations renforcées. Mais si on veut que l'Union avance, on n'a pas d'autre solution. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Commissaire, Messieurs les Présidents, mes chers collègues. Bon, vous avez, je ne vais pas revenir sur la question du déficit parce que nous sommes un peu dans le brouillard aujourd'hui. Normalement, le Parlement devrait arrêter ses travaux la semaine prochaine et on nous dit que ce serait peut-être au prochain Conseil des ministres qu'on verrait, vous nous inquiétez encore plus puisque vous avez dit que ce serait le 20 décembre que... Ah bon, d'accord, okay, d'accord. Dans tous les cas, s'il faut attendre le prochain Conseil des ministres, je ne sais pas quand ces mesures, éventuellement, soit d'économie, soit de recettes, pourraient être adoptées. Donc, alors, j'ai bien noté, j'ai bien entendu la différence de traitement entre la France et l'Italie. Bon, je remarque quand même qu'avec un déficit révisé maintenant pour l'Italie, et vous avez évoqué la situation de la Grèce, la France est quand même un des mauvais élèves de l'Europe. On ne peut pas s'en réjouir. Alors, ma question porte sur la fiscalité. Vous avez évoqué la taxe GAFA. Et je voudrais vous interroger sur une question
que je vous avais déjà posée lors de notre réunion à Vienne, au titre de l'article 13 du TSCG, concernant la fraude à la TVA sur Internet, puisque vous savez que c'est un sujet de préoccupation et d'action constante pour la Commission des finances. Nous avons réussi à faire adopter un mécanisme qui instaure la responsabilité solidaire des plateformes en ligne, de paiement en ligne, puisque le e-commerce se développe de manière exponentielle et les grandes plateformes ne collectent pas, ou leurs vendeurs ne collectent pas toujours la TVA. Il y a des fraudes massives sur la TVA qui nous ont été confirmées par les services de fraude en France. Et nous avons instauré, comme à l'instar de ce qu'ont fait d'ailleurs les Anglais initialement, un mécanisme qui rend les plateformes solidaires du paiement de la TVA si les vendeurs sur ces plateformes ne s'acquittent pas de leurs obligations. Alors, est-ce qu'il est envisagé, puisque là, nous sommes sur des plateformes qui agissent dans tout le cadre européen, nous sommes parfois d'ailleurs sur des plateformes installées en dehors de l'Union européenne, est-ce qu'il existe, ou la Commission envisage-t-elle, un mécanisme similaire à l'échelle de l'Union européenne sur ces TVA qui sont, vous le dites à chaque fois, l'impôt le plus éludé, parfois par des taux réduits, mais dans tous les cas, le plus fraudé, c'est l'analyse de la Commission. Donc sur la fraude à la TVA, y a-t-il des discussions? Deuxième sujet, vous l'avez très brièvement mentionné, Axis, où malheureusement, vous avez déclaré à l'Assemblée nationale le mois dernier que ce dossier n'était plus, je crois, dans les priorités ou n'émergeait plus au Conseil. Il y a une initiative franco-allemande, Axis. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens, ou c'est de fait la reconnaissance d'un échec en cette matière? Je pense qu'Axis, il peut y avoir des sujets d'inquiétude, mais c'est aussi un moyen, avec une imposition commune en Europe, de favoriser pour les PME, par exemple, la possibilité d'agir en Europe. Est-ce qu'on en est de ce dossier d'Axis? Et puis, dernier chantier, un chantier que vous aviez ouvert en 2016 dans le plan d'action de la Commission concernant les taux de TVA. Donc, notamment la possibilité qui serait donnée aux États membres d'avoir plus de liberté en matière de fixation de taux réduits de TVA. Est-ce que vous avez maintenant un calendrier de mise en œuvre des mesures TVA d'ores et déjà? Et en tout cas, est-ce que ce calendrier est compatible avec l'actuel mandat de la Commission d'ici la fin du mandat? Merci de ces questions qui vont sans doute rejoindre celles d'un certain nombre de collègues. Simon Sutour. Oui, merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Commissaire de cet exposé. Moi, je voudrais dire d'abord que je suis content que nous ayons un représentant de la Commission ici pour pouvoir dire que, contrairement à ce qui se dit dans beaucoup de milieux, notamment dans notre pays, je trouve que notre Commission européenne a bien travaillé. Et que le président Juncker, avec le vice-président Timmermans, ont eu un bon équilibre. Alors, il reste 10 mois. Mais bon, qui, comme Pierre Moscovici l'a dit, seront 10 mois d'une tonalité différente des mois passés. Alors, si le commissaire le permet, moi, je voudrais lui poser une question qui sort un peu de son portefeuille et qu'on met un peu sous le tapis, un peu par peur. C'est justement parce qu'on le met sous le tapis que je veux sortir cette question de sous le tapis. C'est la question des accords commerciaux. On a une grande pudeur en France à soumettre le traité du CETA à ratification. Nous attendons. Nous sommes prêts à voter cette ratification, mais nous attendons qu'on veuille bien nous le soumettre. Alors, on parle maintenant d'attendre après les élections européennes. Et il y a d'autres accords qui sont engagés, qui ont mûri et qui d'après ce que l'on nous avait dit, étaient quasiment prêts. Et je veux parler de l'accord concernant le Mercosur. Et moi, je voudrais savoir où on en est de ce projet d'accord avec le Mercosur, parce que je pense qu'il faut que nous soyons plus avocats des accords commerciaux que nous ne le sommes. Nous sommes dans un monde où il y a bientôt 8 milliards d'habitants. La France, c'est 65 millions d'habitants. Pour beaucoup de nos collègues, c'est le centre du monde, pour nous aussi d'une certaine manière, mais l'Europe, c'est 510 millions avec le Royaume-Uni, bientôt 60 millions de moins. Et des pays comme le Canada ou l'Amérique latine sont les pays les plus proches de nous, culturellement, politiquement et économiquement. Ils ne sont pas capables d'avoir des accords avec ces pays. Je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Donc voilà. Si le commissaire le permet, je souhaiterais le faire sortir un peu de son portefeuille sur cette question des accords commerciaux. Merci. Alors,
président Bizet et moi, nous avons chacun notre liste d'intervenants. Moi, j'ai Yvan Collin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Ma question recoupe celle de Monsieur le rapporteur général s'agissant de ce serpent de mer de la fraude massive à la TVA. Donc la question a été posée, mais j'ai vu récemment, Monsieur le Commissaire, que vous êtes tout à fait conscient de ce problème, puisque vous avez déclaré que cette fraude est inacceptable, en particulier lorsque cette somme, 150 milliards à peu près, dont 50 milliards finissent dans les poches des fraudeurs, des criminels, voire des terroristes, avez-vous déclaré récemment. Donc, comme Monsieur le rapporteur général, je souhaitais savoir ce que la Commission européenne envisage. Est-ce qu'il y a un projet de refonte de la TVA transfrontalière? Je vous remercie. Cyril Pellevat. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, vous avez parlé de la France, de la Grèce et de l'Italie, et moi je voulais vous parler de l'Espagne. Hier, le chef du gouvernement a annoncé pour 2019 une hausse inédite du SMIC de 22% pour atteindre les 1050 € bruts. C'est une mesure qui a priori coûtera 340 millions d'euros, et la dette publique en Espagne au premier trimestre est à 98,8%, et j'aurais voulu connaître votre position sur l'Espagne. Merci. Oui, messieurs les présidents, monsieur le commissaire, je suis rapporteur du programme 117 des engagements financiers de l'État, c'est-à-dire de la dette, c'est-à-dire chaque jour qui passe me donne des sueurs froides supplémentaires. J'aimerais vous poser une question sur les taux d'intérêt. Parce qu'on en parle assez peu, on pense qu'ils vont augmenter, on ne sait pas quand. On est sur la perspective d'augmentation des taux d'intérêt et on sait très bien qu'ils seront totalement insupportables pour nos finances publiques. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet. Merci. J'en ai encore un, Jean-Sébastien Meurant. C'est une question qui, merci Monsieur le Président, question qui se rapporte effectivement à la politique monétaire de la BCE et notamment de l'arrêt du rachat de la dette. Donc c'est lié évidemment à la question qui vient d'être posée et également des intérêts divergents entre des pays qui sont maintenant complètement, qui ont une maîtrise complète des déficits et d'autres, comme le nôtre malheureusement, où l'intérêt par rapport au taux d'intérêt est vraiment divergent. Monsieur le Commissaire, vous avez une liste de courses, si je puis dire. Bon, sur les deux dernières questions, je peux me permettre d'être extrêmement bref. J'étais hier matin à Francfort et j'avais rendez-vous avec Mario Draghi et je lui ai posé vos questions. Et il m'a répondu, écoute, voilà, le Conseil des gouverneurs se réunit demain et donc je t'appellerai ensuite. Donc c'est aujourd'hui, en réalité. Et par ailleurs, même si je le savais, je ne vous le dirais pas, tant il est vrai que la Commission n'a pas l'habitude de se prononcer sur ces sujets qui sont l'apanage exclusif de la Banque Centrale Européenne. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis, pour ma part, tout à fait à l'aise, et depuis des années, avec la gouvernance de la Banque Centrale Européenne, qui me paraît tout à fait consciente des enjeux et des défis qui se posent à la zone euro, et qui aura le souci de maintenir, en toute hypothèse, des taux d'intérêt les plus bas possibles et une politique accommodante sous une forme ou sous une autre, mais que je ne connais pas plus que vous. Enfin, on peut avoir des idées, mais attendons les décisions qui seront prises aujourd'hui à Francfort. Je suis persuadé pour ma part qu'elles seront éclairées, bien sûr, par la connaissance de ce qui se passe à l'échelle de la zone euro. Pour ce qui concerne les questions fiscales sur lesquelles vous m'avez interrogé, d'abord la question de la fraude à la TVA. C'est effectivement, messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur général, monsieur Collin, une question sur laquelle la Commission bataille depuis plusieurs années. Le système actuel de TVA, vous le savez, repose, pour ce qui concerne les échanges entre États membres, sur un système transitoire qui a tout de même maintenant 25 ans, puisqu'il date de 1993. Et quand un système transitoire à 25 ans, c'est qu'il a quand même une légère tendance à devenir permanent. Et c'est un système qui est
trop fragmenté et trop vulnérable à la fraude. Et la fraude à la TVA transfrontalière seule est évaluée à 50 milliards d'euros. Et en effet, monsieur le sénateur, nous avons des raisons de penser qu'une grande partie de cette fraude est dérivée vers des activités criminelles, voire vers du financement du terrorisme, comme un certain nombre d'enquêtes, notamment dans les pays nordiques, ont tenté ou tendu à le montrer. Et ça n'est pas, je crois, quelque chose qui est concevable. Nous voulons donner la possibilité aux entreprises de l'Union européenne de développer leurs activités transfrontalières, de bénéficier de conditions de concurrence égales au sein de l'Union. Nous voulons absolument éliminer cette fraude et nous pensons que, par un certain nombre de mesures simples mais d'envergure, nous pouvons réduire cette fraude de quelques 80%. Donc sur les 50 milliards, en récupérer 40, ce qui d'ailleurs serait un gain pour les trésors publics qui ne serait pas tout à fait négligeable, vous en conviendrez. Nous avons proposé à plusieurs reprises des réformes, mais aujourd'hui l'ampleur du problème est si grand que nous pensons que les États membres ne peuvent plus l'ignorer. Dans son plan d'action sur la TVA d'avril 2016, la Commission a déjà souligné la nécessité de mettre en place un espace TVA unique dans l'Union qui puisse répondre aux défis du XXIe siècle. Le Parlement européen a également adopté en 2016 une résolution intitulée « Vers un système de TVA définitif et de lutte contre la fraude à la TVA ». Et parallèlement, il est urgent d'améliorer les règles actuelles pour lutter de manière beaucoup plus efficace contre les formes de fraude à la TVA transfrontalière les plus graves. Et c'est ce qu'on appelle les quick fix, des mesures rapides pour le système de TVA actuel, proposées par la Commission en octobre 2017 et adoptées par le Conseil le 4 décembre 2018. Donc je dirais que nous faisons quelques progrès limités, mais nous n'avons pas encore réussi à faire adopter, pour la raison susdite, le vote à majorité qualifiée, la grande réforme qui est très simple, qui consiste au fond à proposer que la TVA transfrontalière soit traitée comme la TVA domestique, ce qui permet d'éliminer en réalité la fraude carrousel. La Commission a adopté en mai 2018 une proposition détaillée concernant les mesures techniques pour la mise en œuvre des piliers proposés en octobre 2017 sur lesquels le système définitif de TVA devrait reposer. Cette proposition a déjà fait l'objet de 6 réunions au sein du Conseil. L'état d'avancement de ces travaux est inclus dans le rapport de l'ECOFIN sur les questions fiscales adressé au Conseil européen du 13-14 décembre. Mais soyons clairs, autant je me réjouis que ces quick fix aient pu être finalement adoptés, autant je continue de regretter que nous n'ayons pas pu conclure cette grande réforme structurelle de la TVA transfrontalière. Et il faudra y revenir absolument dès le début du mandat de la prochaine Commission et du Parlement européen. Le sujet est mûr, il est prêt. Et dans ce contexte-là, les propositions que vous avez faites, monsieur le rapporteur général, me semblent trouver une place absolument toute naturelle. La Commission est prête à travailler sur le mécanisme que vous avez vous-même bâti. Sur l'ACCIS, que vous évoquiez également, monsieur le rapporteur général, l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. C'est une réforme, là aussi, absolument déterminante pour la fiscalité des sociétés en Europe. Notre fiscalité des entreprises en Europe est une fiscalité archaïque, dont l'architecture, en réalité, a un siècle. Elle repose sur l'idée qu'on doit taxer des entreprises qui sont localisées dans une économie essentiellement nationale, avec une présence physique et matérielle. Or, l'économie d'aujourd'hui, elle est mondialisée, largement dématérialisée, avec des entreprises qui ont une présence transnationale. Et donc, nous ne parvenons plus à avoir une fiscalité qui soit à la hauteur de cette approche-là. En plus, nous avons l'Union européenne, nous avons notre marché intérieur, et nous avons encore des divergences de fiscalité des entreprises entre États membres. Ce qui crée ces mécanismes qu'on sait, non pas de paradis fiscaux, mais d'optimisation fiscale, qui conduisent à certains pays à avoir des régimes de fiscalité sur les sociétés tellement avantageux qu'un certain nombre d'activités s'y nichent de manière privilégiée. Voilà la raison pour laquelle il faut une assiette commune et consolidée. C'est-à-dire commune, c'est-à-dire qu'on ait la même base taxable partout, mais qu'il y ait aussi une consolidation pour faire en sorte qu'il y ait une consolidation au fait et qu'ensuite on répartisse la fiscalité prélevée sur les profits entre les différentes nations
en fonction des profits qui y sont effectivement réalisés. Ça, c'est la philosophie de l'AXIS. Sur l'AXIS, je suis au regret de constater que malheureusement, ce sujet n'a pas été conclu non plus sous ce mandat, mais je veux quand même dire une chose. Vous voyez, sur ces aspects fiscaux, je suis un peu dans le testament, comme on dit, le legacy. On aime bien cette formule à Bruxelles et dans l'Union européenne en général. Je m'efforce de faire en sorte de ne pas laisser à mon successeur la situation que j'ai trouvée. Je m'explique. Quand je suis arrivé, il y avait une proposition AXIS, mais qui était en fait déjà morte. On savait qu'elle ne pouvait pas aboutir, donc j'ai été amené tout de suite à la retirer. Et après l'avoir retirée, j'en ai proposé une nouvelle, amendée, qui me paraissait beaucoup plus apte à former un consensus progressivement. Je dirais que les travaux techniques ont tout de même très bien avancé. Et je suis convaincu que nous avons fait 80% du parcours. Et donc, ce qu'il faudra, c'est que la prochaine commission, loin d'abandonner la proposition qui est sur la table, la pousse en avant avec l'appui du Conseil pour la faire aboutir très rapidement. S'il y a une volonté politique de le faire, c'est à portée de main. Mais soyez conscients, mesdames et messieurs les sénateurs qui vous intéressez à ces sujets, que si nous avons d'un côté l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés et de l'autre côté une fiscalité du numérique adaptée, avec en particulier la définition de la présence numérique, alors nous pourrons capturer vraiment ce qu'est l'économie d'aujourd'hui. Et nous pourrons la taxer de manière juste et de manière efficace. Et pour moi, c'est la combinaison des deux, assiette commune consolidée et présence numérique, qui définit une réforme qui, pour le coup, nous met vraiment dans la fiscalité des entreprises au XXIe siècle et non plus au XXe, comme nous y restons aujourd'hui. Donc je continue à encourager les parlements à travailler sur ces sujets et à aiguillonner, pousser les États membres. Alors, vous avez noté justement, monsieur le rapporteur général, qu'il y avait un accord franco-allemand, dont je me réjouis, parce que c'est toujours, bien sûr, utile et nécessaire d'avoir cette convergence-là pour faire avancer les dossiers, comme nous avons enfin un accord franco-allemand sur la fiscalité du numérique, même si il a plutôt revu un peu à la baisse la proposition de la Commission. Et donc, je crois que nous avançons dans la bonne direction. Nous ne pourrons pas conclure avant 2019, j'en suis tout à fait conscient, mais ce sont des dossiers qui sont maintenant en état d'examen, je crois, et qu'il faut continuer à pousser. Sur les taux de TVA réduits, car au fond, vous m'avez posé des questions uniquement sur les sujets sur lesquels, malheureusement, nous n'avons pas pu conclure, ce qui prouve l'acuité de la vision des sénateurs. On a un système où la Commission est critiquée de toutes parts depuis des années, parce que le système actuel ne permet pas aux États membres d'accorder de taux de TVA réduits à certains produits ou secteurs. Par exemple, je pense au secteur équestre, sur lequel beaucoup d'entre vous se sont préoccupés. On voit des amendements contraires aux directives, c'est des signes d'appel. Chaque État a ses priorités en matière de TVA. Mais on se demande pourquoi les États membres ne peuvent pas agir seuls, vu que nous avons désormais posé le principe de taxation dans le pays du consommateur, donc le pays de destination, ce qui met fin au risque de concurrence fiscale provoquée par la TVA. Ce que nous avons proposé en janvier dernier, c'est de redonner aux États membres la liberté de fixer les taux de TVA comme ils l'entendent, avec un minimum de 15% comme taux standard de TVA, en incluant quelques garde-fous. Le fait que la fameuse annexe 3 de la directive TVA, qui est actuellement une liste positive de produits et services pouvant bénéficier de taux réduits, sera remplacée par une liste négative de produits qui ne pourront pas bénéficier d'un taux réduit, tels que armes, munitions, jeux de hasard ou tabac. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Le nombre et le niveau des taux réduits de TVA autorisés seront limités à un maximum de 2 taux réduits à fixer entre 5% et le taux normal, un taux à fixer entre 0 et 5% et un taux 0. Une fois cette réforme adoptée, il faudra ensuite que chaque État membre définisse sa propre politique en ce qui concerne les taux réduits de TVA, à condition de respecter les garde-fous que j'ai mentionnés. Je pense qu'il y a là une proposition qui est forte, notamment à l'heure où les États membres sont de plus en plus préoccupés par les trous dans leur budget. Notre proposition, hélas, ça a été discutée une seule fois au Conseil, et cette discussion a été limitée à un échange d'opinion générale sans explicitement adresser des questions techniques, et j'espère vivement que la présidence du Conseil à venir organisera de nouvelles discussions sur cette proposition dans les plus brefs délais. N'oubliez jamais ce que moi je vis depuis des années, c'est que la Commission à laquelle on prête beaucoup de pouvoir en a sans aucun doute, mais elle propose
ce sont toujours les États membres qui disposent au Conseil, tout de même, une petite expérience que j'ai pu avoir à travers. Après tout, j'ai fait non seulement le tiercé, mais le quarté dans le désordre, puisque j'ai été parlementaire européen, membre du Conseil, commissaire européen, et aussi parlementaire français et membre de vos commissions, des finances et des affaires européennes dans l'autre assemblée, l'Assemblée nationale. Nul n'est parfait en effet, mais je ne renonce pas complètement, d'autant un jour, parce que comme en plus j'habite rue de l'Odéon, c'est assez facile pour moi, et donc c'est ce que j'aspire dans une vie que je ne peux pas encore envisager, lointaine. Je ne veux inquiéter personne ici. C'était, vous avez compris, une plaisanterie, mais c'est un idéal pour moi. Pour ce qui concerne, je ne vous dirai pas où, je ne vous dirai pas quand, car je n'en ai absolument aucune idée. Et puis, somme toute, j'ai encore d'autres projets avant de faire ça. Mais bon, pour ce qui concerne le commerce, je veux dire à Simon Sutour, qui le sait, à quel point je trouve que l'approche protectionniste qu'on aime à caresser parfois en France ne me paraît pas pertinente. Je comprends qu'on veuille réformer le libre-échange, qu'on veuille le contrôler, le maîtriser, le réguler. Et tous les accords que la Commission négocie sont des accords de nouvelle génération qui incluent la protection de l'agriculture, de la culture, de l'environnement, des normes sanitaires et des consultations démocratiques. Mais c'est notre intérêt de commercer avec les autres. Et je vais prendre un exemple que vous avez cité, le cas du fameux CETA. Je le dis franchement, et là je le dis comme Français, qui par ailleurs a été dans une autre vie membre de la délégation France-Québec de l'autre Assemblée. Si nous ne sommes pas capables de commercer de manière libre avec le Canada, qui est le pays dont nous sommes les plus proches au monde par les valeurs, avec qui pouvons-nous commercer? Avec qui? Et donc, le calendrier de la ratification de ce traité ne m'appartient pas, mais je continue de penser que c'est un bon accord. D'autant qu'il ne vous aura pas échappé, monsieur le sénateur, qu'un premier bilan a été fait et qu'il est extrêmement favorable à qui? À la partie européenne, et y compris les craintes que légitimement nos agriculteurs avaient pu exprimer sur les importations de viande ovine ou bovine, ne se sont pas réalisées du tout. Et ce qui se passe, et c'est un effet vertueux, c'est exactement l'inverse. Pourquoi n'y a-t-il pas d'exportation? Parce que ce sont quelques centaines de tonnes, en vérité, qui viennent du Canada. 0,6% de la consommation. 0,6%. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est parce qu'ils sont conscients, du coup, que cet accord les oblige à mettre en place une filière de qualité comparable à l'Union européenne. Et donc, paradoxalement, ça fait bouger le mode de production agricole du Canada. Donc, je m'arrête, je vois l'œil sévère de Vincent Eblé sur ce sujet-là, je ne veux pas être trop passionné, mais je pense franchement que le bilan est positif en tout point pour l'Union européenne, et on doit prendre ça aussi en compte au moment de réfléchir à ça. Et quant au Mercosur, monsieur le sénateur, la négociation est en cours, la Commission est parvenue à un accord politique avec le Mexique, qui modernise l'accord existant depuis 2000. Les négociations avec le Mercosur, je dirais qu'elles sont dans la dernière ligne droite. Elles se poursuivent de manière tout à fait intensive. Et pour ce qui concerne la Commission, qui, comme vous le savez, négocie au nom des États, notre intention est extrêmement claire et je ne la dissimule pas ici. Elle est tout simplement d'aboutir. Et donc, nous allons ensuite, bien sûr, il reviendra aux États membres et sous le contrôle de leur Parlement de prendre les décisions nécessaires, mais nous voulons avancer tout à fait dans ce sens-là. Me reste, je crois, votre question, monsieur le sénateur Pellevat, sur l'Espagne et la TVA. L'Espagne a mené pendant la crise un très important effort d'ajustement qui a permis de réduire de manière spectaculaire le déficit, mais aussi la situation de l'emploi qui s'est considérablement améliorée. Et je garde des souvenirs très précis, y compris de l'année 2012-2013, où on a frôlé la mise en place d'un programme d'ajustement pour l'Espagne, où on a mis en place un programme spécifique pour les banques espagnoles. Quand on parle, je n'aime pas parler comme ça, parce que quand on parle des programmes pour les banques, je pense d'abord aux programmes pour les gens qui ont leurs dépôts dans les banques, parce que c'est aussi de ça dont on parle. L'augmentation des salaires, ça c'est un raisonnement économique, n'est possible que si la productivité augmente, d'où l'importance aussi de la formation. Encore une fois, ça c'est une réflexion économique.
Mais le rôle de la Commission, tel que je le conçois, et je ne le regrette pas, n'est pas de mettre les mains sous le capot des politiques économiques dans les États membres. Nous n'avons pas à juger, au fond. Je n'ai pas à dire si la politique du gouvernement italien est bonne ou pas. Je n'ai pas à dire si les annonces faites en France sont bonnes ou pas. Je n'ai pas à me prononcer sur ce qui se passe en Espagne ou pas. J'ai à vérifier, c'est une mission qui n'est déjà pas simple, si c'est compatible avec les équilibres budgétaires que nous souhaitons. Et là, nous attendons de la part de l'Espagne un projet de budget qui, on le sait, est difficile à faire adopter compte tenu de l'extrême fragmentation de la situation parlementaire espagnole, ce qui ne nous empêche pas de faire des remarques à travers ce qu'on appelle les recommandations spécifiques par pays sur la politique économique suivie. Et donc, s'agissant du salaire minimum, il doit bien sûr être proportionné, comme le reste des salaires, à la productivité du pays et aux efforts qu'on fait pour l'améliorer. Bien, écoutez, je pense que, en votre nom à tous, on peut remercier le commissaire. Benoît Huré aurait une dernière question. Oui, une dernière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire, sans abuser de votre temps, vous avez, à la fin de votre intervention, fait référence aux enjeux positifs qu'il y a à avoir une organisation internationale du commerce, enfin bref, de fuir le protectionnisme. On sait combien pèsent les différences, non pas de coûts de production en tant que, mais la non-approche ou la non-prise en compte dans ces accords internationaux, enfin accords cadres, des problématiques environnementales comme sociales. Est-ce que demain, pour justement réduire les tentations protectionnistes qu'on voit fleurir ça et là, et particulièrement en Europe, y compris dans notre pays, il y avait une prégnance plus forte dans ce cas des accords internationaux, à l'OMC mais ailleurs aussi, de la prise en compte de la préoccupation et des exigences environnementales comme sociales. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aujourd'hui, compte tenu de l'état des différents partenaires autour de ces accords commerciaux, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable ? Votre question m'inspire deux réponses. Une première, pardonnez-moi, un peu plus générale. Je participais il y a 2 semaines au G20 à Buenos Aires, qui a été marqué bien sûr par les discussions sur la question commerciale. Et je veux approfondir ce que je disais dans mon introduction sur le fait que les tensions commerciales étaient un risque. C'est le risque principal pour l'économie mondiale. Et nous voyons bien que l'attitude, qui est celle de l'administration américaine, extrêmement agressive sur ces questions, a provoqué toute une série de réactions en chaîne sur la place des institutions multilatérales et sur le rôle des accords commerciaux. Nous nous réjouissons que les discussions commerciales qui se sont justement tenues en Argentine entre le président chinois et le président américain aient marqué certains progrès qu'il faut suivre, bien sûr. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment faire retomber ces tensions commerciales et réformer la gouvernance du commerce international si on veut lever les hypothèques ou les ombres qui pèsent sur l'économie mondiale liées à ces tensions commerciales. Le multilatéralisme, le refus du protectionnisme, l'attachement à un libre-échange, encore une fois, régulé, maîtrisé, contrôlé, modernisé, je pense, doivent être la réaction qui est et doit être celle des Européens face à certaines tentations de repli sur soi. Le nationalisme n'est pas la solution. La guerre commerciale est une guerre perdante. Et s'agissant de l'Organisation mondiale du commerce que vous avez évoquée, la Commission et moi-même, nous avons la conviction absolue que certes l'OMC doit être réformé, doit être mis au goût du jour, mais qu'il ne s'agit pas de tirer sur le pianiste ou de tuer l'institution. Il faut au contraire la renforcer et lui donner une nouvelle jeunesse. Et, le directeur général, M. Azevedo, travaille dans ce sens-là avec notre plein soutien. Je sais que de l'autre côté de l'Atlantique, on a tendance à considérer que cette organisation a fait son temps, ou n'a pas sa légitimité. Ce n'est pas du tout notre conception. Ensuite, pour ce que vous avez évoqué, je veux vous rassurer, monsieur le sénateur, la Commission européenne, pour ce qui la concerne,
dans chacun des accords qu'elle négocie, et vous avez vu que l'accord sur le Japon a été approuvé par le Parlement européen à une très large majorité il y a 2 jours, dans chacun des accords qu'elle négocie, que ce soit le cas du CETA, qui pour moi est plutôt dans le meilleur accord possible dans ce que nous avons fait jusqu'à présent, ou que ce soit dans le cas du Mercosur, nous incluons totalement les problématiques qui sont les vôtres, environnementales et sociales, et j'ajoute sanitaires. Un accord commercial ne doit pas être un accord qui dégrade notre diversité culturelle. Je préfère le mot diversité au mot exception. Le mot exception est très français. Notre diversité reflète plus ce qu'est l'Europe. Ne doit pas dégrader ou ne doit pas toucher à nos propres normes en matière sanitaire, environnementale, sociale, et bien sûr doit aussi préserver la situation, Monsieur le Président, je le dis, de notre agriculture. Et ça, c'est la feuille de route systématique que suit la Commission et qu'elle suivra toujours. À vous ensuite d'apprécier si les accords finalement passés ont été respectés. Je voulais corriger un peu ce que je disais tout à l'heure pour ne pas laisser planer un doute sur le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est l'Agence française du Trésor qui présentera le programme de financement, ce qui veut dire que les accords auront été rendus, les arbitrages auront été rendus avant une date qui ne m'appartient pas, bien sûr, de préciser. Mais c'est à la fin de l'année que nous saurons le détail de tout ça. Pardon ? Je me suis prononcé sur ce qu'il me revenait d'apprécier. Pour le reste, je suis moi aussi soumis au calendrier politique. Philippe Dominati, quelques mots, sans allonger de trop, Philippe, si tu veux bien. Monsieur le commissaire, on a parlé beaucoup de fiscalité, de fraude, de taxes nouvelles. Aux élections européennes, les eurosceptiques risquent de l'emporter dans notre pays. Qu'est-ce qu'il y a comme message positif en termes de liberté pour les Français? Qu'est-ce qu'apporte l'Europe pour ce pays qui est le champion de l'OCDE sur les prélèvements obligatoires? Est-ce que finalement l'harmonisation fiscale peut permettre aux entreprises françaises, par exemple sur le taux d'imposition, ou aux citoyens français d'avoir le sentiment que l'Europe leur apportera moins de prélèvements obligatoires et moins d'impôts? Est-ce qu'il y a une harmonisation fiscale? Est-ce que vous en parlez, notamment avec des pays européens qui sont très compétitifs sur ce plan de la fiscalité? Je ne vais pas m'étendre sur ce que l'Europe apporte à la France et sur ce que la France apporte à l'Europe. Nous sommes un des piliers de la construction européenne depuis son origine et nous en sommes à beaucoup d'égards un des principaux bénéficiaires. Et je souhaite ardemment que cela continue. Vous avez évoqué les élections européennes et les populistes. Incontestablement, nous allons assister à une montée des populismes, des forces eurosceptiques. Je ne veux pas croire qu'elles l'emporteront. Et je pense que les forces pro-européennes, si elles s'organisent, mais vous appartenez les uns et les autres à des forces pro-européennes avec des sensibilités différentes, que ces forces pro-européennes doivent demain être la majorité du Parlement, comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, il faudra organiser la gouvernance. Cela, ce sera sans doute complexe, mais il y a bien un sujet quand même. Car ce que je constate dans ma pratique maintenant quotidienne, depuis des décennies de l'Europe, c'est que, oui, l'Europe est aujourd'hui menacée par des forces qui ne sont plus seulement eurosceptiques, mais qui sont europhobes. Il y a quand même une première question dans les élections européennes, il y en aura deux. La première, ce sera stop ou encore. On continue ou on arrête. Et il y a des gens qui veulent arrêter la construction européenne, qui veulent la détruire. Il y a des gens aussi qui veulent détruire la démocratie libérale au sens de la démocratie des libertés. Et d'autres qui veulent la conforter. Vous y appartenez. Et donc, il est absolument fondamental que ce combat pour des valeurs européennes, pour l'état de droit, pour l'indépendance de la presse, la justice, pour tout ce que nous avons porté, pour l'égalité entre les sexes, pour le refus de la peine de mort, pour la lutte contre le changement climatique, soit porté. Donc ça, cette première question, elle est là. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. La deuxième question, ensuite, c'est notre diversité politique, naturelle. Une fois qu'on a dit on continue, après, il faut dire quelle Europe on veut. Et là, les programmes conservateurs, libéraux, sociodémocrates, écologistes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ces deux questions seront présentes. Pour être plus concret, je crois pour ma part, en effet, qu'il faut donner des preuves d'Europe à nos concitoyens. Nous en donnons. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières années, mais juste une chose. Quand nous sommes arrivés à la Commission européenne, le président Juncker avait dit « nous sommes la Commission de la dernière chance ». Il parlait de l'économie. Quand on regarde la situation économique
par rapport à il y a 4 ans, nous sommes heureusement entrés dans une toute nouvelle phase. Je pense notamment au principal indicateur qui est la création d'emplois et la réduction du chômage. Je ne parle pas de tous les pays. La France n'est pas le pays qui est le plus favorisé en la matière. En création d'emplois, sans doute, bon, en termes de réduction du chômage, un peu moins. Mais c'est quand même très spectaculaire. Nous avons aujourd'hui un record historique en matière de création d'emplois. Après, d'autres crises se sont greffées là-dessus, dont on n'a pas parlé, le Brexit, la crise migratoire. Et l'Europe est faite sans arrêt de l'histoire de ces crises. Et par ailleurs, la crise économique a débouché sur une crise politique, non pas parce qu'elle continue, mais parce qu'il reste des laissés pour compte. Il reste des gens qui se disent « et moi ?» Et par ailleurs, la croissance des inégalités, incontestablement, est un phénomène dont on doit s'occuper dans la durée, au-delà de telle ou telle annonce, telle ou telle mesure. Donc tout ça est vrai. Mais il faut donner ses preuves d'Europe. Et moi, je veux lancer un dernier appel. J'ai parlé de 2 choses sur la fiscalité. Je souhaite vraiment qu'une taxe sur le numérique soit adoptée à l'échelle européenne avant les élections européennes. Je dis bien avant les élections européennes. Ça, ce serait un signal magnifique donné à nos concitoyens. Parce que, ne nous y trompons pas, les taxes nationales, c'est bien, mais ça risquerait de fragmenter le marché intérieur et ça n'offre pas la solution systémique. Si l'Europe montre qu'elle est le premier continent, la première zone au monde capable de faire ça, ce sera un très grand succès. Et puis, je souhaite que le débat soit lancé sur le vote à la majorité qualifiée, parce que on ne pourra pas, monsieur le sénateur, aller vers l'harmonisation fiscale tant qu'on n'aura pas de mécanisme démocratique. On peut avoir de la convergence, on peut avoir des règles communes, on ne peut pas avoir d'harmonisation fiscale. L'harmonisation fiscale, comme l'harmonisation sociale, suppose qu'on introduise de la démocratie dans nos modes de décision. Et la démocratie s'appelle, ce que vous connaissez tous, mesdames et messieurs les sénateurs, la loi de la majorité. Monsieur le commissaire, un grand merci. Je ne voudrais pas vous laisser repartir sans vous donner l'avis politique de la Commission des affaires européennes sur les problématiques de la PAC. Nous avons été un peu, je dirais, sensibilisés par le fait que la réponse que nous a fait la Commission au travers du courrier que vous nous avez adressé récemment est quasiment en opposition avec les 2 résolutions que nous avions précédemment, je dirais, lancées, tant le 8 septembre 2017 de mémoire et le 6 juin 2018. Et que tout doucement, c'est moins sur la ligne budgétaire proprement dite que sur les modalités de mise en application de la politique agricole commune qui, à mon avis, n'aura plus rien de commun, si je puis m'exprimer ainsi, et qui devrait être, nous le craignons, l'addition de 27 politiques, je dirais, nationales. Or, ça a été le fondement, je dirais, de la création de l'Europe et de la solidité de l'Union européenne. Donc, je me permets de vous remettre cet avis politique. Vous aurez le temps pour nous répondre. Souligner également que vous avez parlé d'accords commerciaux internationaux. Je suis tout à fait en phase avec vous, que ce soit sur le CETA ou sur le Mercosur demain. Je tiens à saluer la position du président Juncker sur les accords de libre-échange de 3e génération, entre autres, et le positionnement de l'Union européenne. Je l'ai vu la semaine dernière à Genève au sein de l'Union interparlementaire. Nous avons écouté, si je puis dire, les propositions tant de l'Union que du Canada. Et nous attendons, je crois que c'est dans les tout prochains jours, la position des États-Unis sur la réforme de l'OMC et plus particulièrement de l'organe de règlement des différends. Et c'est vrai que l'Union européenne là-dessus a été un moteur, je tiens à le dire, parce que à défaut de multilatéralisme qui est en crise, passons par le biais du plurilatéralisme momentanément, mais l'idéal c'est de rester précisément dans le multilatéralisme. Un dernier point. Nous vous avions également adressé il y a quelque temps une proposition de résolution sur des mesures ou des procédures conservatoires. Lorsque précisément on a un contentieux avec un autre pays, plainte à l'OMC à la clé, je fais référence, si je puis dire, au contentieux sur l'importation de biodiesel argentin. Il serait pertinent que la Commission, là-dessus, en attendant le résultat de l'OMC, puisse mettre en œuvre des mesures ou des procédures conservatoires. Parce que les décisions mettent quelquefois plusieurs années à venir et mettre en difficulté une entreprise ou des filières. Donc voilà, nous attendons, si je puis dire, ces 2 explications sur des résolutions que nous avons passées à l'unanimité au sein du Sénat. Merci, monsieur. Je vous le fournirai aussi vite que possible, en espérant, en essayant de me rapprocher le plus possible aussi de la position du Sénat. Merci beaucoup, monsieur.
C'était l'audition de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques. Il a réagi aux mesures annoncées par Emmanuel Macron pour calmer la colère des Gilets jaunes, des mesures qui vont coûter 10 milliards d'euros et faire plonger le déficit de la France au-delà des 3% de la richesse nationale, autorisée par l'Union européenne. Pour Pierre Moscovici, un déficit entre 3 et 3,5% du PIB est envisageable pendant une année, mais pas plus, sinon la France entrera dans une procédure de déficit excessif. Mais le commissaire européen n'est pas inquiet puisque c'est la transformation du crédit d'impôt compétitivité-emploi, le CICE, en baisse de charges pérennes qui a alourdi le déficit de la France de 0,9% en 2019, une dépense qui reste exceptionnelle. Et dans le reste de l'actualité européenne, Pierre Moscovici a salué la volonté de coopérer de l'Italie, qui a abaissé son déficit de 2,4% de sa richesse nationale à 2%. Et c'est peut-être la fin du bras de fer entre Bruxelles et le gouvernement italien. Le commissaire européen a aussi évoqué la taxation des géants du numérique sur laquelle travaille l'Union européenne et il a proposé l'idée d'une taxation de 3% de leur chiffre d'affaires. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.